le professeur Philippe Constant, qui a obtenu son baccalauréat en sciences biologiques de l'Université de Montréal et son doctorat en biologie de l'Institut Armand Frappier de l'INRS. Après un stage postdoctoral en biogéochimie de l'Institut Max Planck, il s'est joint au corps professoral du Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie de l'INRS en 2011. Donc, il est membre du groupe de recherche en microbiologie de l'environnement et ses travaux visent entre autres à identifier les micro-organismes modulant le bilan atmosphérique des gaz à l'état de trace et à prédire l'impact du changement global sur leurs fonctions biogéochimiques. Fait que je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Félix. Là, je ne vois pas les visages. C'est quoi que ce soit, n'hésitez pas à me faire signe. Là, je vois seulement la présentation devant moi. Donc, tout d'abord, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui pour cette présentation où on met en vedette la microbiologie des sols. C'est un sujet qui est vraiment intéressant, je pense, dans le cadre du RQRAD. Comme tous les microbiologistes de notre réseau, je m'intéresse beaucoup à comprendre comment les micro-organismes coévoluent, travaillent ensemble dans l'objectif ultime de faire plus avec moins, donc réduire les intrants, mais aussi assurer qu'on atteint des rendements soutenus agricoles dans le contexte des changements globaux. Et ce qui m'intéresse particulièrement dans le laboratoire, c'est le rôle de l'énergie, en fait, que les bactéries peuvent aller chercher dans le réservoir atmosphérique. Donc, on va voir aujourd'hui que les gaz traces dans l'atmosphère, c'est une source d'énergie vraiment importante pour la microbiologie des sols et qui a un lien à faire avec le secteur agricole. Je ne sais pas à quel point les gens sont à l'aise avec la recherche qui se fait en microbiologie actuellement, mais comme la plupart de mes collègues en microbiologie, je m'intéresse à examiner la communauté microbienne des sols en utilisant le microbiome comme variable d'intérêt. Le microbiome, pardon, excusez-moi. OK, pardon. OK. Le microbiome, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ce concept, cette variable-là, le microbiome, ça représente en fait les micro-organismes, leur potentiel génétique, leur activité potentielle, leur interaction dans un milieu donné. Donc, le microbiome, on l'examine de différentes façons, souvent par des approches de génomique environnementale. Donc, on extrait l'ADN de l'environnement et on essaie de reconstruire les communautés microbiennes et comprendre comment les communautés répondent à différents stress, perturbations environnementales. Et l'objectif ultime, c'est de prendre le contrôle des communautés, améliorer les rendements par des approches dirigées. Ici, j'ai mis un petit clin d'œil qui montre que le microbiome, c'est une thématique qu'on voit partout, même que dans le secteur de la bioéconomie, ici, on voit un rapport de la FAO qui mettait en lumière l'importance du microbiome pour atteindre des rendements soutenu une santé globale dans le secteur agroalimentaire. Il y a même le Forum mondial sur le développement économique qui a mis en lumière l'importance du microbiome comme un des outils à garder en tête lorsqu'on veut améliorer le secteur de la bioéconomie. Et le microbiome, en fait, c'est intéressant, mais c'est intéressant quand il est bien accompagné, en fait. Les micro-organismes sont partout. Sont dans l'environnement, sont dans les procédés qui alimentent la bioéconomie, sont aussi impliqués dans la santé humaine. Donc, c'est important quand on utilise le microbiome de le mettre en contexte, donc le mettre en relation avec des variables environnementales. Dans le cadre du RQRAD, c'est toujours important de travailler avec des agronomes, notamment, pour mettre en lien l'impact des pratiques culturelles sur la santé des sols, le microbiome des sols. Et aujourd'hui, on met en vedette un groupe de micro-organismes bien particuliers, des membres particuliers du microbiome, les bactéries oxydants, les gaz traces. Donc, des bactéries qui vont se nourrir de l'atmosphère, si on veut. Et la présentation a deux grandes parties. La première partie, je vous révèle mes secrets. Donc, les secrets de la littérature, depuis 40 ans, les gens ont utilisé ces micro-organismes spécifiques-là pour vous faire comprendre que ces micro-organismes ont un rôle important dans l'agriculture. Deuxième partie de la présentation, on va regarder comment les micro-organismes qui oxydent les gaz traces peut avoir une incidence sur le secteur agricole. Et ce qui est intéressant aussi, avant d'aller dans le vif du sujet, c'est de constater que les microbiologistes contemporains et même la prochaine génération qui s'en vient vont assister à un grand changement dans notre secteur. On voit de plus en plus le développement d'outils qui sont hyper puissants, qui permettent de faire parler le microbiome, nous permettent de faire des prédictions, comprendre à l'avance ce qui peut se passer dans un écosystème. Est-ce qu'un écosystème est à risque d'une infestation? Est-ce que les rendements sont
sont soutenables. Donc, le microbiome nous sert d'indicateurs de plus en plus puissants et on est témoin de l'évolution des technologies pour arriver à développer des nouveaux modèles. Et on comprend, maintenant, on rentre vraiment dans le vif du sujet, les gaz traces. Par définition, un gaz trace, c'est quoi? Ben, c'est un gaz dont la concentration dans l'atmosphère est moins de 1%. Donc, c'est des gaz qui sont pas très abondants. On voit ici des graphiques. Vous êtes tous bien conscients pour le cas du méthane, notamment. Le méthane qui est en augmentation exponentielle dans l'atmosphère en réponse à l'activité anthropique. On voit vraiment qu'on atteint des niveaux historiques qui n'ont jamais été obtenus. On entend beaucoup parler pour le contexte des changements climatiques, évidemment, mais deux gaz qu'on entend moins parler souvent, le monoxyde de carbone et l'hydrogène moléculaire. Pour l'hydrogène, on voit aussi une hausse assez spectaculaire des concentrations quand on regarde la tendance historique. Encore une fois, on atteint aujourd'hui des sommets qui sont vraiment uniques, causés par l'activité anthropique. Pour le CO, c'est un peu moins évident. On voit une tendance relativement instable, mais on sent qu'il y a une certaine augmentation dans l'atmosphère. Pourquoi s'intéresser au CO, à l'hydrogène? C'est pas deux gaz à effet de serre proprement dit, mais c'est deux gaz qui ont une forte incidence sur la chimie de l'atmosphère. On va le voir dans la prochaine diapo. En augmentant la concentration de monoxyde de carbone et d'hydrogène, on vient dérégler le climat de manière indirecte. Pourquoi de manière indirecte? Dans l'atmosphère, il y a des molécules ménages qu'on appelle les radicaux hydroxyles qui ont la responsabilité de détruire tous les gaz réducteurs qui se retrouvent dans l'atmosphère, incluant le méthane. Ben, il se trouve que l'hydrogène et le CO sont ici aussi hyper réactifs envers les radicaux hydroxyles. Et le problème qu'on a dans cet entretien de l'atmosphère est que les radicaux hydroxyles sont un réservoir fini. C'est pas infini. C'est une source qui est finie, causée par l'abondance, en fait, de l'ozone. L'ozone qui est le précurseur des radicaux hydroxyles. Donc, une fois que l'ozone est photolysé dans l'atmosphère, le radicaux hydroxyle qui est généré va avoir une durée de vie de quelques secondes seulement, avant d'oxyder les gaz traces. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a une compétition pour les radicaux hydroxyles dans l'atmosphère. Donc, une compétition entre le méthane, le CO et l'hydrogène. Actuellement, c'est le méthane qui est le plus rapidement oxydé par les radicaux hydroxyles, mais on voit une tendance à la baisse. On voit que l'hydrogène, qui commence à être émis de plus en plus dans l'atmosphère, vient causer un déséquilibre. Donc, il y a moins de radicaux hydroxyles qui sont disponibles pour détruire le méthane, ce qui active une boucle de rétroaction positive, amplifiant le phénomène des changements climatiques. Et c'est intéressant de voir dans la littérature que cette problématique de l'hydrogène prend de l'intérêt de manière cyclique, en fait. Une corrélation directe entre les crises climatiques, l'approvisionnement en produits pétroliers. Dès qu'on voit que l'hydrogène recommence à avoir un certain intérêt dans le secteur de l'énergie, il y a des drapeaux rouges qui se lèvent en disant qu'il y a un risque. Si on fait une transition vers l'économie vers l'hydrogène, on risque d'avoir des fuites qui vont conduire à un débalancement de la composition de l'atmosphère et donc l'augmentation du méthane qui est directement reliée. Mais heureusement, actuellement, les micro-organismes du sol viennent un peu contrebalancer les déséquilibres des émissions en consommant les gaz traces. Pour l'hydrogène, par exemple, c'est 80% des pertes globales atmosphériques qui sont causées par les micro-organismes du sol. Les bactéries du sol sont aussi responsables d'à peu près 10% des pertes du méthane et du CO. Considérant l'importance des bactéries oxydant les gaz traces dans le bilan atmosphérique, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dans les 40 dernières années pour comprendre l'écologie de ces micro-organismes-là, mais aussi le rôle des gaz traces pour soutenir les communautés microbiennes dans l'environnement. Et le père de ce domaine est Ralph Conrad, un chercheur que j'ai eu le privilège de côtoyer pendant 3 ans, qui a vraiment fait tout dans ce domaine-là. Finalement, c'est lui qui a mis la table pour ce domaine de recherche particulier. Et son œuvre, qui a duré environ 40 ans, a permis notamment d'élucider la physiologie, la distribution des bactéries oxydant les gaz traces dans tous les environnements possibles, dans l'eau, dans les sols notamment, mais aussi, plus en détail, ces travaux ont permis de comprendre la thermodynamique qui détermine comment fonctionne la syntrophie entre les bactéries fermentaires et les archéméthanogènes. Donc, une syntrophie qui est super importante dans les sédiments, mais aussi dans notre intestin. Une autre contribution vraiment importante de son œuvre est la distinction de 2 subpopulations de bactéries oxydant les gaz traces dans l'environnement. Ça nous a permis vraiment de comprendre la succession des micro-organismes dans l'environnement et leur rôle à jouer dans l'écologie des sols. Donc, à l'époque où Ralph a commencé ses travaux dans les années 70, on était déjà au courant depuis plus de 10 ans que ça existait des bactéries qui pouvaient oxyder les gaz
pour bâtir une biomasse. On connaissait déjà certaines bactéries qui oxydaient, par exemple, le méthane, le monoxyde de carbone et l'hydrogène pour générer de la biomasse. Mais pour pousser avec les gaz traces, ces bactéries-là avaient besoin de 10 000 fois plus de gaz que ce qu'on trouve dans l'atmosphère. Donc, ces bactéries-là étaient limitées à des niches écologiques vraiment très spécialisées. On parle ici de sources hydrothermales, on parle aussi de fumarole. Donc, c'est des environnements assez extrêmes qu'on ne retrouve pas dans les écosystèmes agricoles, évidemment. Mais en regardant un petit peu plus le métabolisme de ces bactéries-là, on s'est rendu compte que c'était possible pour ces bactéries de se répandre dans l'environnement en utilisant aussi le carbone organique comme source d'énergie complémentaire. Donc, ces bactéries étaient dotées de la capacité de croître suivant un mode de croissance mixotrophique, donc combinant les gaz traces lorsqu'ils étaient en forte concentration et la matière organique des sols. Mais on savait très bien que ces micro-organismes-là n'étaient pas importants pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'oxydation des gaz atmosphériques. Et c'est grâce à la rigueur de Ralph, en fait, qui s'intéresse toujours à regarder les fins détails de ces données, qu'on a pu comprendre que les bactéries impliquées dans le processus de la capture des gaz atmosphériques étaient un groupe bien spécialisé. Ici, je montre un exemple, une cinétique d'oxydation d'hydrogène qui est mesurée dans un sol environnemental. Ce qu'on voit ici, c'est l'oxydation, la vitesse d'oxydation de l'hydrogène en fonction de la concentration d'hydrogène présente dans le système. Et comme on s'attend, selon la loi de Michaelis-Mentens, à un certain niveau de concentration d'hydrogène, on atteint une saturation de l'activité. Les enzymes sont saturées par l'hydrogène, on ne peut pas atteindre une vitesse supérieure. Mais en décortiquant ces chiffres-là, en représentant les cinétiques sous forme de graphiques qu'on utilise en biochimie, vous voyez un exemple ici où on représente la vitesse en fonction du rapport vitesse sur la concentration d'hydrogène. Ralph s'est rendu compte qu'il y avait deux subpopulations de bactéries dans le sol. Une première, démontrant une affinité faible pour le substrat, pour l'hydrogène, et une seconde avec une forte affinité pour le substrat, un KM de 13 ppm. La première catégorie en rouge représente les bactéries classiques, démontrant une faible affinité pour leur substrat, alors que la deuxième population était pour l'instant inconnue. On ne connaissait aucune forme de vie capable de catalyser une réaction avec cette cinétique particulière. Et la question qu'on se posait à l'époque, c'était à quoi peut servir cette forte affinité pour les substrats? Quel est l'avantage pour des micro-organismes inconnus à aller chercher les gaz avec une aussi forte affinité? Cette question-là a animé beaucoup de recherches et aussi une hypothèse fort pertinente qui a été aussi élaborée par le professeur Conrad, qui a tenté, à partir de calculs théoriques, d'évaluer l'énergie disponible dans l'atmosphère. Donc, pour chacun des gaz traces, c'était possible de calculer l'énergie disponible de la réaction pour ensuite estimer le nombre de cellules pouvant survivre en utilisant les gaz traces comme seule source d'énergie. Donc, à cette époque-là, Ralph a mis la table en challengeant la communauté scientifique en disant que si on cherche une bactérie inconnue capable d'utiliser les gaz traces, ben, sa charge en environnement devrait représenter entre 10 à la 6 et 10 à la 7 cellules par gramme de sol. Donc, une population assez significative dans l'environnement. Et c'était le coup d'envoi de plusieurs recherches qui animaient plusieurs laboratoires, c'est de trouver la course pour trouver les premiers micro-organismes consommant les gaz atmosphériques. Il y a un premier groupe qui a réussi à faire une démonstration d'un micro-organisme capable d'utiliser les gaz traces. C'est le groupe de Gary King aux États-Unis qui s'est intéressé particulièrement à l'oxydation du monoxyde de carbone. Ces travaux ont permis de déterminer que ces bactéries-là, en fait, sont ubiquitaires, sont très diversifiées, sont représentées par différents rangs taxonomiques, en incluant les protéobactéries, les actinobactéries, les acidobactéries aussi, même les archées qui sont maintenant reconnues pour participer à la réaction. Et en fait, ces travaux ont aussi permis de comprendre un peu le métabolisme des gaz traces. Il a pu revisiter un peu les concepts des études des années 70 pour démontrer qu'effectivement, les bactéries qui utilisent le CO dans l'atmosphère ont aussi un mode de vie mixotrophe. Donc, la biomasse bactérienne qu'on peut atteindre en culture est supérieure lorsqu'on ajoute les gaz traces dans la phase gazeuse, comparativement à un milieu de culture qui contient seulement une source de carbone organique. Et en identifiant les gènes codant pour les enzymes responsables de cette activité chez les bactéries, Gary King était en mesure de vraiment démontrer la distribution de ces bactéries dans l'environnement et aussi leur rôle important pour la régénération des sols dans certains contextes extrêmes, comme les environnements volcaniques.
Et ça a pris quelques années avant que d'autres micro-organismes démontrant une haute affinité pour les gaz traces soient découverts. Des travaux qui ont été faits ici à l'INRS dans le temps de mon doctorat, on remonte à 2006 ici, vous voyez les images de mon cahier de laboratoire, où on a été en fait chanceux parce qu'on a pu identifier les premiers micro-organismes démontrant une forte affinité pour l'hydrogène. Ce que vous voyez ici, c'est une photo, une granule de sol qui est recouverte de mycélium de la souche Streptomycete PCB7, la première souche démontrant la capacité à capturer le H2 atmosphérique. Et à l'époque, on s'est rendu compte que le nickel, l'ajout de nickel dans les sols favorisait l'activité qu'on mesurait. Donc, rapidement, on a fait le lien entre l'activité et l'existence potentielle de nickel-fer hydrogénase qui pourrait être responsable de l'activité. Ce qu'on a validé par des approches génomiques, on a pu identifier les gènes codant pour l'enzyme d'intérêt, tout en démontrant que ce gène était vraiment répandu dans plusieurs rangs taxonomiques bactériens. De fil en aiguille, les gens sont intéressés à cette thématique-là. Maintenant, on a réussi pas nous, mais une équipe en Australie a réussi à purifier l'enzyme et vraiment démontrer son rôle dans le transport d'électrons dans la chaîne respiratoire pour générer de l'ATP. Donc, l'hydrogène atmosphérique contribue à alimenter l'énergie des bactéries. Mais c'était pas assez de d'identifier ces bactéries-là. La question qu'on se demandait, c'était est-ce qu'on pouvait challenger les hypothèses de Ralph Conrad à l'époque, qui nous disait qu'en principe, on devrait avoir 10 à la 7 cellules par gramme de sol qui pourraient survivre en utilisant l'hydrogène atmosphérique. Pour tester l'hypothèse, Isabelle Lalonde, dans le laboratoire, s'est intéressée à doser l'activité d'oxydation de l'hydrogène dans plusieurs sols différents. On voit ici une vaste gamme de variations de vitesse d'oxydation de l'hydrogène. Et à partir de ces vitesses-là, elle a pu calculer l'énergie disponible de la réaction pour estimer combien de cellules pourraient survivre en utilisant l'hydrogène oxydé dans chacun des sols. À notre grande surprise, on a pu voir que dans tous les cas, la prédiction faite sur la base des activités était inférieure à ce qu'on pouvait détecter en termes de nombre de cellules potentielles par des méthodes de PCR quantitatives. En observant ces résultats-là, on avait en tête que la mixotrophie était encore un phénomène qui était responsable du métabolisme de l'hydrogène atmosphérique. Donc, les bactéries pouvaient à la fois utiliser l'hydrogène, mais aussi le carbone pour atteindre des biomasses plus élevées que ce que l'hydrogène pouvait supporter à lui seul. En fait, ces observations-là étaient observées aussi dans des cultures actiniques. On a pu voir des cultures pures, en fait, que le même phénomène s'appliquait. Il y avait vraiment plus de biomasse que ce qu'on s'attendait à voir. Mais pour aller vraiment plus loin, comprendre ce qui se passait dans ces micro-organismes, on a examiné l'expression d'hydrogénase dans la cellule de Streptomycete avermitilis ici. En fait, on s'est rendu compte rapidement que l'hydrogénase est exprimée seulement dans les spores. Une structure qui permet aux bactéries de survivre lorsque les conditions environnementales sont non propices. Par exemple, quand il y a moins de nutriments disponibles, les bactéries vont sporuler pour être disséminées dans l'environnement. Donc, on voit ici la couleur, ce qu'on observe en vert ici, c'est vraiment l'expression de l'hydrogénase qu'on peut visualiser au microscope. Et pour aller plus loin dans l'analyse, Quentin Liot, un étudiant en doctorat, a construit un mutant, une souche Streptomycete avermitilis, où on a inactivé l'hydrogénase pour voir l'effet de la mutation sur la physiologie des cellules. Et à sa grande surprise, on a pu voir que 75% de la viabilité des spores était perdue lorsque l'hydrogénase était inactivée. Et par des analyses transcriptomiques, on a pu voir, en fait, que l'hydrogénase, lorsque l'hydrogène était disponible dans l'environnement, pouvait supporter une grande proportion de l'énergie nécessaire à la cellule, puisque tous les gènes impliqués dans le transport du carbone, le métabolisme central du carbone était sous-exprimé lorsque l'hydrogène était en forte concentration. Donc ici, on peut imaginer que les bactéries dans l'hydrogène, lorsqu'elles sont exposées à une bonne concentration d'hydrogène, vont se mettre en mode vont s'isoler du monde finalement pour utiliser l'hydrogène comme seule source d'énergie pour rester en place dans l'environnement et survivre sur une longue période de temps. Ces bases-là ont servi à beaucoup de laboratoires qui ont essayé d'isoler de nouveaux micro-organismes qui étaient impliqués aussi dans la consommation des gaz traces. Et les découvertes les plus importantes récentes qui ont été faites dans le domaine se résument dans cette diapo, en fait, 2 découvertes majeures. La première, qui a été faite en utilisant une approche métagénomique. Donc, les chercheurs sont intéressés à séquencer le microbiome de différents sols dans différents environnements. Et la reconstruction du génome a permis de voir que certaines bactéries potentielles pouvaient posséder des voies métaboliques
qui combine le métabolisme de différents gaz traces. Donc, pas seulement l'hydrogène, par exemple, une bactérie pourrait utiliser à la fois le méthane, l'hydrogène et le monoxyde de carbone. Cette hypothèse-là, qui a été soutenue par l'analyse métagénomique, a été validée plus tard en isolant une actinobactérie, démontrant la capacité d'oxyder à la fois l'hydrogène et le CO. Mais la découverte la plus excitante date de 2019, une équipe de Norvégiens qui a démontré que c'était possible pour les bactéries de pousser avec l'atmosphère comme seule source de carbone et d'énergie. Ce que vous voyez comme photo ici, c'est une photo de la souche de Methylocapsa gorgona, qui est la première bactérie à haute affinité pour l'hydrogène, pour le méthane qui a été isolée de l'environnement. Et il s'avère que cette bactérie-là utilise à la fois le CO2, le méthane, l'hydrogène et le CO pour bâtir sa biomasse. Et on sait maintenant que la bactérie, elle est vraiment ubiquitaire partout sur la planète. Donc, ce qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est vraiment des métabolismes qu'on ne connaissait pas, qui étaient insoupçonnés dans le passé en microbiologie. On voit que les gaz traces ont vraiment une capacité à soutenir une banque de fonctions dans l'environnement grâce à l'énergie que ça peut procurer aux communautés microbiennes. Et la diversité des fonctions qui est supportée par les gaz traces est de plus en plus évidente avec les données génomiques qui augmentent dans la littérature, dans les bases de données. On voit de plus en plus que les bactéries oxydant les gaz traces sont hyper versatiles, très flexibles métaboliquement et sont impliquées dans plusieurs processus environnementaux, incluant notamment la minéralisation du carbone de l'azote, la production d'antibiotiques et plusieurs impacts écologiques, dont par exemple le quorum sensing, production de biofilms et même la biorémédiation. Et ici, c'est juste pour vous montrer, en fait, l'historique d'un groupe particulier, méthanotrophes, les bactéries qui oxydent le méthane. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment plusieurs découvertes qui ont été faites depuis les années 2000 qui ont vraiment révolutionné notre vision de cette guilde microbienne-là. Auparavant, on parlait de guildes spécialisées qui utilisaient seulement un gaz à la fois. Maintenant, on parle plus de guildes éclatées, multipliant les voies métaboliques diversifiées pour être plus compétitifs dans l'environnement. Si on revient au contexte un peu plus proche du RQRAD maintenant, la question qui nous anime de plus en plus au laboratoire, c'est la perte de capacité de ces fonctions dans l'environnement. Ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que dans les systèmes agricoles, on perd l'activité d'oxydation des gaz traces. Donc, en convertissant les forêts en terres agricoles, on atténue un service écosystémique qui est vraiment important. Et ce qu'on veut faire en laboratoire, c'est essayer de comprendre pourquoi l'agriculture est néfaste pour ces fonctions et comment on pourrait les restaurer. Donc, les stratégies, comment on travaille dans le laboratoire, on manipule l'environnement pour créer des gradients de concentration forts en gaz traces pour simuler ce qui se passe dans l'environnement, notamment dans la rhizosphère des plantes légumineuses. Parce qu'on sait que ces environnements-là sont pourvus de fortes concentrations d'hydrogène, notamment. Ils peuvent atteindre les 10 000 ppm comparativement à 0,5 ppm dans l'atmosphère. Donc, en conceptualisant des expériences qui simulent des forts gradients de concentration, on s'attend à avoir une succession de micro-organismes tels qu'on l'attend selon la physiologie des micro-organismes tels qu'on l'a vu dans les premières diapositives. Et la question qui nous anime, c'est de comprendre comment cette succession microbienne-là peut affecter les rendements agricoles et la résistance des plantes au stress. Et c'est maintenant qu'on passe à la deuxième partie de la présentation, maintenant qu'on connaît bien les détails du métabolisme des gaz traces, c'est de voir comment les bactéries impliquées dans le processus peuvent influencer les équilibres naturels dans les sols, particulièrement la dynamique des communautés microbiennes dans les sols agricoles. Ici, je fais un clin d'œil à l'historique derrière une pratique qui est fort connue depuis plus de 2000 ans, la rotation des cultures, qui inclut souvent les légumineuses. En fait, c'est vraiment un cas intéressant à étudier quand on regarde l'histoire derrière les études qui ont entouré ces pratiques, parce que c'est vraiment un domaine qui est rassembleur. En fait, c'est un contexte qui a servi à rassembler des chercheurs qui ont fait des découvertes qui vont au-delà du système agricole. Et ici, il y a peut-être deux points vraiment importants dans l'historique que je tiens à souligner. Les travaux, d'une part, de Boussagnot, un Français, qui a découvert pour la première fois que c'était possible pour une plante de combler ses besoins en azote à partir du réservoir atmosphérique. Et la deuxième découverte, c'est la découverte de Noble et Hittner, qui ont été les premiers à déposer un brevet pour le développement d'inoculums microbiens. Donc, ensemble, ces deux travaux-là ont mené au développement d'inoculums, donc des rhizobiums particulièrement, qui fixent l'azote atmosphérique pour doter les plantes légumineuses de la capacité à utiliser l'azote atmosphérique. Malgré le long historique de cette pratique,
on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de secrets derrière ce processus. On est loin de comprendre la mécanique qui se passe derrière la fixation de l'azote, derrière cette fameuse symbiose entre la plante légumineuse et le rhizobium, qui pourtant est un des plus grands succès dans le domaine de la microbiologie appliquée. En fait, on sait très bien en faisant des bilans d'azote que le bénéfice des rotations culturales, c'est bien au-delà de l'azote qui est apporté à l'écosystème. On sait notamment que la disponibilité de certains nutriments est augmentée suite à la rotation des cultures. Il y a aussi un effet positif sur certaines maladies. Mais le grand problème qu'on voit, c'est la variabilité des réponses selon l'agroécosystème. Et un des coupables de cette variabilité-là est probablement les micro-organismes du sol, qui font en sorte que parfois on a des bénéfices plus grands dans un écosystème que dans l'autre. Une chose est claire, les rotations culturelles affectent la microbiologie des sols. Et ça, c'est vraiment bien supporté par deux méta-analyses. La première qui s'intéressait vraiment aux rotations maïs-soya. On peut voir que dans la majorité des études qui ont été rapportées en littérature, on a un gain de biodiversité microbienne avec la rotation culturelle. Dans certains cas, il n'y a soit aucun effet ou une diminution de la diversité, ce qui montre encore une fois une certaine variabilité des réponses. Une deuxième méta-analyse qui a été faite, cette fois-ci, on est plus concentré autour des cultures de couverture. On voit encore une fois que dans l'inclusion de cultures de couverture dans les rotations permet d'avoir un certain gain de diversité microbienne, exprimé aussi avec différents indices de diversité alpha. On voit qu'en grande partie des études, on voit une augmentation de la diversité alpha des communautés microbiennes des sols. À première vue, ça peut sembler assez faible comme gain de diversité, mais vous allez voir dans les prochaines diapos que même un faible changement de la diversité alpha peut engendrer des changements assez majeurs dans les processus microbiologiques des sols. Donc, le secret, finalement, une des faces cachées de la variabilité qu'on observe dans les réponses suite aux rotations culturelles, met en lumière l'importance des gaz traces dans les systèmes agricoles. Ici, ce que je vous présente, c'est la réaction de la nitrogénase qui fixe l'azote atmosphérique. Donc, vous allez réaliser que pour chaque molécule d'azote fixée, on a une molécule d'hydrogène qui est produite lors de la réaction, un sous-produit inévitable de l'enzyme. Donc, dans tous les écosystèmes qu'on a autour de nous, que ce soit les cultures, les rotations soya, maïs, l'intégration des cultures de couverture, les intercalaires, on a de l'hydrogène qui est produit dans le sol lorsqu'on a une symbiose entre une rhizobactérie et une plante légumineuse. Et en fait, cette fuite-là, la production d'hydrogène est assez importante qu'elle nous a poussé à redéfinir ce qui était la rhizosphère. Pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec le concept de la rhizosphère correspond au sol qui est intimement lié au réseau racinaire des plantes. Donc, quand on regarde les textbooks, on s'attend à ce que la rhizosphère corresponde à la couche de peut-être 1 ou 2 millimètres entourant les racines. Mais si on considère les gaz qui sont produits par la symbiose entre la plante légumineuse et rhizobium, on se rend compte qu'en fait, l'impact de la plante s'exprime au-delà du millimètre qu'on anticipait. En regardant les concentrations de gaz dans les sols, on se rend compte qu'en fait, on est presque à 5 cm d'impact. Donc, la plante façonne son microbiome à une distance assez importante, en fait plus grande que ce qu'on croyait auparavant. Mais encore une fois, il y a quelque chose d'assez surprenant. Quand on mesure les flux d'hydrogène qui émanent des nodules fixateurs de l'azote, on se rend compte qu'il y a encore une fois une très grande variabilité, entre 3 et 82 microgrammes d'hydrogène par gramme de nodule. On va voir pourquoi il y a une variabilité, mais avant d'aller dans la variabilité, il y a un point important ici. C'est important de regarder, de considérer le coût énergétique de cette production d'hydrogène-là par la symbiose. On fait un cas théorique ici. Imaginons qu'on a une plante légumineuse, un champ de plantes légumineuses qui fixe l'azote à 200 kg par hectare. Selon la réaction qu'on a vue précédemment, cette réaction-là pourrait générer 240 000 litres d'hydrogène dans le champ. Et en termes d'énergie, ça représente 5 du coût de la photosynthèse. Donc, à première vue, on se demande la question pourquoi la plante va gaspiller autant d'énergie à produire de l'hydrogène qui n'est pas réutilisé. Est-ce que c'est possible d'éviter ces pertes par des modifications génétiques? Est-ce que naturellement c'est possible? Ces questions-là ont été le sujet de plusieurs recherches qui ont été faites principalement par les Espagnols à Madrid. En fait, 3 générations de chercheurs qui sont intéressés à comprendre si c'était possible d'améliorer les symbioses entre les rhizobiums et les plantes légumineuses sur la base des flux d'hydrogène.
Et rapidement, ce qu'ils se sont rendus compte, les chercheurs, c'est que dans la nature, ça existait des rhizobiums qui possédaient une hydrogénase, donc une bactérie qui fixe l'azote tout en consommant l'hydrogène. Donc, on évite les pertes d'hydrogène vers le sol. Et d'autres micro-organismes qui n'ont pas l'hydrogénase, des EUP-, qui, elles, vont gaspiller les ressources en émettant de l'hydrogène. Et donc, pendant plus de 30 ans, les chercheurs ont essayé de comprendre l'effet de l'hydrogène. Est-ce que c'était un bénéfice? Est-ce que c'était un coût négatif pour les symbioses? Et la grande conclusion qui a été émise, c'est vraiment que la capacité de recycler l'hydrogène par un rhizobium, donc être E+, c'est positif pour la symbiose. On évite les pertes d'énergie, donc on augmente les rendements de croissance. Ce que vous voyez ici, c'est des résultats où on mesurait la biomasse du soya et son contenu en azote selon le phénotype E-, E+. Et ce qu'on voit, c'est vraiment qu'il y a un gain de biomasse lorsque la symbiose recycle l'hydrogène. Donc, cette école de pensée-là a vraiment façonné le secteur des inoculums pendant plusieurs années. Il y avait comme compréhension, comme croyance, que c'était préférable de designer des inoculums qui sont E+, donc qui vont éviter les fuites d'hydrogène dans l'environnement. Mais ce concept-là a été un petit peu challengé récemment. On s'est rendu compte qu'en fait, dans la nature faisait autrement les choses. En fait, le recrutement des plantes légumineuses naturelles était plus enclin vers les E- que les E+. Donc, naturellement, c'est comme si les plantes légumineuses voulaient recruter des rhizobiums qui gaspillent l'énergie, qui vont relarguer l'hydrogène dans l'environnement. Et ça a été une question assez particulière. Au départ, on pensait que c'était une impasse évolutive. Peut-être que les plantes n'ont pas réussi à trouver des bons rhizobiums pour faire la symbiose la plus énergétiquement favorable. Mais plus tard, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était peut-être une astuce hyper sophistiquée, où les plantes avaient compris qu'il fallait nourrir le microbiome du sol pour atteindre des rendements soutenables et plus importants. Et cette idée de l'astuce hyper sophistiquée a été découverte par un chercheur canadien, le professeur Dong à Halifax, qui s'est intéressé à comprendre comment un sol exposé à l'hydrogène pouvait avoir une incidence sur les rendements culturaux. Ce qu'on voit ici à gauche, c'est un résultat où on voit le gain de biomasse de différentes plantes dans des sols qui ont été au préalable exposés ou fumigés à l'hydrogène. Et la concentration d'hydrogène appliquée dans ces fumigations-là était similaire à ce qu'on trouve dans les nodules fixateurs d'azote. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'entre 10 et 30 de gain de biomasse a été observé dans les sols qui avaient été exposés à l'hydrogène. Pourquoi on observe un tel gain? Une des explications qui a été obtenue par le chercheur était que certaines bactéries oxydant l'hydrogène avaient été enrichies dans le sol. Donc, les fuites d'hydrogène vont enrichir une flore microbienne capable d'utiliser l'hydrogène, démontrant certains bénéfices pour les plantes, dont certains phénotypes où les phytohormones reliés au stress sont métabolisés. Donc, certaines bactéries oxydant l'hydrogène vont exercer un effet de promotion de la croissance des plantes dans les sols. Et ce résultat-là était vraiment important parce que ça a permis aux chercheurs de breveter, en fait, sa découverte, l'effet de fertilisation de l'hydrogène qui a été breveté au Canada. Ce premier bénéfice-là, en fait, a été complémenté avec d'autres recherches qui sont intéressées plus à ce qui se passait dans la plante. En fait, une équipe de Chinois a publié environ une vingtaine d'articles scientifiques qui montrent que si on expose une plante à l'hydrogène, on observe qu'elle a un gain substantiel en termes de résistance à des stress, divers stress. On parle ici de stress hydrique, stress lié à des métaux. Donc, quand on arrose les plantes avec de l'eau saturée en hydrogène, la plante tend à être plus résistante au stress. Pour ces chercheurs, le mécanisme n'est pas microbien, c'est plutôt un effet antioxydant de l'hydrogène qui viendrait jouer sur l'expression pléiotropique de plusieurs gènes impliqués dans le stress chez la plante. En fait, tout ça, c'est bien intéressant, mais il n'y a pas encore vraiment la preuve ultime. Tout ça repose sur des corrélations entre l'exposition des plantes à l'hydrogène et l'expression de certains gènes dans les plantes. Et d'ailleurs, une étude qui a été publiée récemment qui remet un peu en question le pouvoir antioxydant de l'hydrogène. En fait, les cinétiques chimiques de réaction sont beaucoup trop lentes pour expliquer les bénéfices observés dans les expériences réalisées par professeur Chen. Donc, on se demande encore à l'heure actuelle, est-ce que c'est plus la microbiologie ou la plante qui répond à l'exposition à l'hydrogène? Ça reste une question ouverte, mais reste qu'il y a un bénéfice observé dans l'environnement. Si on expose des plantes à l'hydrogène, on a des gains substantiels. Et en fait, ça n'a pas pris plus pour que des entreprises démarrent des activités commerciales. Ici, vous voyez un exemple, une entreprise
de Lande, en fait, qui vend un dispositif pour les serres commerciales où la fertilisation des plantes est faite avec un eau enrichie en hydrogène pour avoir des meilleurs rendements et une promesse de moins de risques de maladie. Mon laboratoire, en plus de les deux bénéfices que je vous ai parlé, un autre bénéfice qui nous intéresse particulièrement, et c'est l'effet d'amorçage qui est causé par l'hydrogène dans le sol. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'hydrogène, c'est une source d'énergie pour les micro-organismes. Donc, une fuite d'hydrogène dans un sol, ça va venir activer la flore microbienne. Il y a plusieurs voies métaboliques qui peuvent être activées. Et ce qu'on a observé ici avec les études de Sarah et Mander, c'est qu'en fait, si on expose différents sols à des concentrations élevées en hydrogène, on vient simuler le métabolisme de diverses sources de carbone telles que mesurées par des plaques EcoPlate, plaques qui mesurent le métabolisme d'environ une trentaine de sources de carbone. Et c'est vraiment intéressant de voir l'impact de l'hydrogène qui est dominant par rapport à la diversité microbienne des sols et ses propriétés physico-chimiques. Il y a vraiment un effet stimulant de l'hydrogène dans les sols. Avec tous ces bénéfices, on a voulu comprendre comment l'hydrogène façonnait le microbiome des sols. Donc, on a fait plusieurs études, des études sur le terrain où on infusait l'hydrogène dans le sol, en laboratoire où on incubait des sols sous atmosphère contrôlée, pour essayer de voir comment les concentrations d'hydrogène, telles qu'on observe dans les nodules fixateurs d'azote, peuvent influencer la structure du microbiome du sol. Donc, comment on analysait ça? On analysait ça avec plusieurs voies, plusieurs approches génomiques. Là. On parle de métagénomique, métatranscriptomique, des amplicons PCR. Donc, on faisait un portrait du microbiome dans les sols, exposés ou non à l'hydrogène. Et on s'est rendu compte assez vite que malgré l'enrichissement des bactéries oxydant l'hydrogène par notre intervention, il y avait vraiment une très faible réponse du microbiome des sols. On s'est vraiment acharné à essayer de trouver des mécanismes, de comprendre pourquoi est-ce qu'on passe à côté de quelque chose, on n'a pas les bons indicateurs. Et finalement, ce qu'on est en train de constater, c'est qu'en fait, on voit une réponse silencieuse du microbiome, une réponse qui s'exprime par des fonctions qui sont affectées par l'hydrogène, mais que la composition des communautés reste la même. Donc, il n'y a pas vraiment des changements importants de la communauté, mais par contre, ces fonctions sont soit amplifiées ou inhibées par l'hydrogène. Et ce qu'on croyait aussi, si vous vous rappelez du concept de mixotrophie que je vous ai présenté au départ, si on fournit de l'hydrogène à un système, les bactéries ne peuvent pas bâtir de la biomasse parce qu'il manque du carbone, il manque d'énergie pour réussir à atteindre des niveaux supérieurs. Donc, on s'est posé la question, est-ce que l'effet de l'hydrogène qu'on voit dans les rotations culturales est plus fort dans la rhizosphère des plantes que dans le sol libre? Et pour tester cette hypothèse-là, il y a une étudiante, Anne Delaporte, qui a conçu des microcosmes, différents microcosmes qui étaient exposés soit à l'air ambiant, donc des niveaux atmosphériques de gaz trace, ou sinon des fortes concentrations d'hydrogène en CO et en méthane. Pendant deux mois, les bactéries ont été enrichies avec ces gaz atmosphériques dans la phase gazeuse qui est ici dans la bouteille. Et après les 2 mois d'enrichissement, elle a dosé les activités d'oxydation des gaz traces. Donc, elle a pu constater que l'exposition des sols à des concentrations élevées de chacun des gaz avait causé un enrichissement des fonctions d'intérêt, donc une plus grande performance à oxyder les gaz traces. Les sols activés ont ensuite été transférés dans des systèmes de croissance de blé en pot pour évaluer quel était le legs écologique de cette activation préalable des guildes fonctionnelles. Si notre hypothèse était vraie, normalement, le legs écologique serait plus fort dans la rhizosphère des plantes que dans le sol libre de nos pots, tel qu'illustré ici. Donc, après la croissance du blé, Anne a extrait les sols, la portion de la rhizosphère, le sol libre, pour mesurer les activités d'oxydation des gaz traces. Avec les activités mesurées dans la phase d'activation, la phase de croissance de blé, il était possible d'évaluer le gain d'énergie qui était amené au système par la concentration élevée en gaz trace. Donc, chaque réaction qu'on mesurait, on convertissait les vitesses en gain d'ATP. Un gain d'ATP en atmosphère élevée en gaz trace ou en conditions atmosphériques. Tout gain supérieur à 1 indiquait qu'on avait un gain d'énergie suite à l'exposition des microbes aux concentrations élevées en gaz trace. En faisant l'exercice après la phase d'activation et après la croissance du blé, on voit ici l'ATP gain de la legacy, c'est après la croissance du blé. Pour 2 sols différents, on a ici,
le sol agricole, une tourbière, on a le compartiment de la rhizosphère et du sol libre. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la relation entre l'activation des fonctions et le leg. Quand on examine les graphiques de manière un peu attentive, il y a 3 constats qu'on peut faire. Premièrement, il y a une perte de l'activation durant la croissance du blé. Donc, c'est normal, si on coupe l'alimentation en gaz, des bactéries qui ont été enrichies au préalable vont perdre de l'intensité. Donc, comment on peut conclure qu'il y a une perte d'activation? C'est en examinant la pente des graphiques. Les pentes qui sont inférieures à 1 indiquent en fait qu'on a une perte d'activation durant la croissance du blé. Intéressant à mentionner ici, cette relation-là n'est pas significative dans un sol particulier. Dans la tourbe, on voit qu'il n'y a vraiment pas de lien entre l'activation, le gain énergique de l'activation et ce qui se passe après la croissance du blé. Donc, un aspect ici sol spécifique. Le leg écologique dépend de certains facteurs présents dans le sol. Ce n'est pas tous les sols qui vont maintenir une activité des bactéries oxydant gaz trace. En lien avec l'hypothèse, ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est de comparer maintenant pour le sol agricole ce qui se passe dans le compartiment rhizosphère et sol libre. Encore une fois, si on regarde les pentes, on se rend compte que pour la rhizosphère, on a une pente un peu plus forte, ce qui nous porte à croire qu'effectivement, dans la rhizosphère, on a un plus grand maintien de l'activité des bactéries oxydant les gaz trace. Le dernier constat qui est assez important, considérant qu'on a fait nos travaux avec plusieurs gaz différents, ce qu'on constate à la fin, c'est que l'intensité du leg, donc de l'enrichissement, est proportionnelle au gain énergétique qu'on a appliqué durant la phase d'activation. Donc, plus l'énergie est disponible en phase d'activation, plus le leg va être fort en général dans nos sols. Donc, si on revient dans un contexte de rotation culturelle, on peut s'attendre à ce que l'effet des fuites d'hydrogène ait plus d'impact dans la rhizosphère des plantes. Mais la question qui nous reste à évaluer, c'est est-ce que ce leg-là s'amplifie dans le temps ou s'atténue durant les rotations? Donc, ce qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est que l'hydrogène peut avoir un certain effet positif sur les plantes. Le mécanisme reste un peu obscur pour l'instant, mais c'est quand même intéressant de se poser la question, est-ce qu'il y a un côté plus sombre, l'autre côté de la médaille? Est-ce que l'hydrogène est seulement positif ou ça a des effets négatifs sur les cultures? Et c'est maintenant qu'on arrive au côté sombre de l'hydrogène, malheureusement. C'est pas toujours rose, en fait, et ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y a certains côtés négatifs des fuites d'hydrogène dans l'environnement. Je vais vous présenter un exemple dans les 2 prochaines diapos pour montrer qu'est-ce que ça implique potentiellement dans les champs. Ce qu'on a observé dans différentes expériences qu'on a fait au laboratoire, c'est que les sols exposés à l'hydrogène perdaient leur capacité à oxyder certains gaz. Donc, par exemple, le monoxyde de carbone et le méthane, on pouvait perdre 90% de leur activité d'oxydation suite à une exposition à l'hydrogène. Donc, ce que ça nous indiquait ici, c'est que potentiellement, dans la rhizosphère des plantes légumineuses, on pouvait avoir un effet négatif sur le puits biologique du CO et du méthane dans les agrosystèmes. Donc, pour essayer de mesurer un peu l'impact de cet effet collatéral de l'hydrogène, on a fait une expérience en plusieurs étapes où on évaluait en fait l'effet de l'hydrogène sur l'activité microbienne d'oxydation des gaz traces. Donc, ici, première expérience en laboratoire, on avait 2 sols différents. On les a exposés à différentes doses d'hydrogène pendant quelques semaines pour ensuite doser la relation qui existait entre la dose d'hydrogène et l'activité d'oxydation de l'hydrogène, monoxyde de carbone et du méthane. Donc, ici, on avait 3 doses réponses qui étaient documentées. Et avec les données qu'on avait obtenues ici, c'était possible pour nous de faire une simulation mathématique. Simuler un environnement où on a un nodule fixateur d'azote qui relâche de l'hydrogène. Donc, basé sur les données qu'on a en L1, c'était possible pour nous d'évaluer la concentration théorique d'hydrogène qu'on pourrait observer en périphérie d'un nodule. Donc, vous voyez, quand on part d'un niveau de 10 000 ppm à l'interface sol-nodule, pour atteindre des niveaux subatmosphériques autour de 5, 8 cm plus loin des nodules. Tantôt, je vous parlais d'un effet important des gaz traces dans la rhizosphère. Vous avez mis l'exemple ici. On peut voir vraiment que le rayon d'incidence des gaz traces peut atteindre quasiment les 10 cm, en fait, dans les sols. Donc, une fois qu'on établit ces belles relations grâce à la loi de Fick, c'était possible de superposer ces gradients de concentration d'hydrogène-là à la relation qui existe entre la concentration d'hydrogène et l'activité de consommation du CO et du méthane. L'étape finale, le résultat. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le résultat où on a analysé la consommation d'hydrogène, du CO et du méthane au sein de ce gradient théorique de concentration. Donc, ce que vous avez en X, c'est la distance à partir du point d'émission d'hydrogène, l'interface sol-nodule.
Et en Y, ce que vous avez, c'est les activités mesurées. Donc, pour l'hydrogène, ces deux premiers panneaux en haut ici, on voit qu'à proximité des nodules, quand on a de l'hydrogène qui est relargué, on active en fait, on inactive les bactéries à haute affinité. Vous voyez ici que l'activité tend à augmenter plus on s'éloigne des nodules. N'oublions pas que ces bactéries-là ont une haute affinité, sont plus compétentes pour les concentrations traces que pour les concentrations élevées à proximité des nodules. Si maintenant on regarde les bactéries à faible affinité pour l'hydrogène, la tendance inverse. Les bactéries qui sont favorisées par les fortes concentrations d'hydrogène, donc l'activité est plus forte en périphérie des nodules et diminue en s'éloignant des nodules. Mais le plus intéressant, c'est vraiment lorsqu'on regarde le méthane et l'oxyde de carbone. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'en périphérie des nodules, on a vraiment une perte d'oxydation du méthane ainsi que du CO. Donc, à première vue, ce qu'on peut voir ici, c'est que le CO, le processus d'oxydation du CO est plus sensible en fait à l'hydrogène que l'oxydation du méthane. Donc, si on vient en rotation culturelle, ce qui va être vraiment important à faire dans le futur, c'est vraiment de comprendre est-ce que le leg écologique qu'on a observé avec les gaz traces dans la rhizosphère, est-ce qu'il s'amplifie dans le temps? Est-ce qu'il reste stable? Est-ce que ce qu'on observe ici est vraiment observé dans l'environnement? Ce serait vraiment important de le faire pour voir l'effet des rotations culturelles sur le bilan atmosphérique global du méthane et du CO dans nos agroécosystèmes québécois. Donc, ce serait vraiment une étape incontournable à faire dans le futur. Mais ce qu'on fait aussi en laboratoire, on a un volet fondamental où on cherche à comprendre un peu plus les facteurs qui modulent la distribution, l'activité des bactéries oxydants les gaz traces. Donc, ce qu'on fait actuellement, on essaie d'assembler des communautés synthétiques de micro-organismes, voir qui sont les amis, les ennemis des bactéries oxydants les gaz traces, pour comprendre un peu comment la diversité microbienne influence la prestation de leurs services. Et on essaie d'attribuer à chaque espèce qu'on identifie des traits écologiques. On voit un exemple ici où chaque point représente un génotype particulier de bactéries oxydant l'hydrogène. On essaie de les classifier le long de différentes sources de carbone pour voir quelles conditions favorisent ou non chaque espèce dans l'environnement. Un exercice qui est vraiment intéressant qu'on fait aussi avec d'autres paramètres comme le pH, par exemple. Si on réussit à bien attribuer les traits écologiques aux bactéries, on sera plus en mesure de prédire à l'avance l'effet des changements globaux, en fait, dans le sol sur la prestation de leurs services. Et finalement, pour un volet plus RQRAD, ce serait vraiment intéressant à faire, si les collaborateurs intéressés dans la salle, c'est vraiment de tirer profit des dispositifs qui existent au Québec pour aller échantillonner la rhizosphère des cultures en rotation pour vraiment évaluer l'effet du leg de l'hydrogène sur les services écosystémiques, mais aussi le microbiome des sols. Donc, avant de terminer, je veux remercier mon équipe Dynamique qui permet de faire des beaux projets de recherche. Donc, ils sont tous en vacances présentement, mais je pense qu'ils sont avec moi mental de cœur pour cette présentation. Et je remercie aussi mes collègues qui participent à beaucoup de projets de recherche avec moi pour le volet gaz trace particulièrement.